Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible de la team catch-up tous les shows de la WWE et autres fédérations à l'occasion. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour justement cette fédération à l'occasion. Pas une petite fédération, messieurs, dames. Juste la All Elite Wrestling. Ça fait un bon mois qu'on ne s'est pas retrouvé sur les ondes de catch-up pour parler un petit peu de la All Elite Wrestling. Et ben écoutez, on va profiter de ce 109e Dynamite pour faire un petit tour d'horizon. Le show se passe à Independence dans le Missouri, USA, puisque eux aussi, bien évidemment, comme la WWE, ont repris la route. Au commentaire, Jim Ross, Tony Schiavone, Excalibur. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus, ça tombe bien, des podcasts, je suis votre tonton Chris, votre tonton catch-up. Et pour m'accompagner, on fait un retour, on se la joue vraiment en mode catch, puisqu'on fait revenir une voix que vous n'avez pas entendue depuis un bon moment, et pour cause, parce qu'il était en mode congé parental, et que du coup ça lui a permis de pouponner au lieu de reviewer, et ça c'est pas bien, mais alors vraiment pas bien. On le retrouve après quelques reviews qu'on avait déjà faites ensemble pour la All Elite Wrestling. C'est tout simplement notre bonne vieille Taloche, c'est notre bon vieux Tao. Salut Tao, ravi de te revoir chez nous à Catch Up. Salut à tous, salut tonton. Oui, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne de Catch Up. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici en ta compagnie pour parler de All Elite Wrestling, le meilleur programme de la semaine, bien sûr. Donc, on va parler de tout ça tous les deux. Ouais, tout à fait. Ça me fait plaisir de pouvoir analyser avec toi un peu cet épisode de Dynamite, avoir ton expertise. Tu es un gros fan de la All Elite Wrestling, du catch indie en général. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans quelques reviews et même un petit You Talk Too Much. Donc, vous pouvez aller voir dans les archives de Catch Up si vous voulez en savoir plus et en connaître plus sur Tao. Là, on est là pour vous parler de Dynamite et c'est donc parti, la All Elite Wrestling sur Catch Up. C'est maintenant. Et mon Tao, bah écoute, on change pas une équipe qui gagne à la All Elite Wrestling, puisque je crois que la dernière fois qu'on s'était quitté, on avait commencé l'opener avec un match de catch. Et bah là, c'est exactement la même chose, puisqu'on attaque direct entre les cordes, dans le Square Circle. Un match, un non-title match entre Kenny Omega et Alan Angels. Alors Kenny Omega va être accompagné par Nakazawa. Alan Angels, pardon, fait partie du Dark Order. C'est quasiment, j'ai envie de te dire, un truc totalement traditionnel à la Elite Wrestling, quoi. On rentre dans le vif du sujet immédiatement et ça va pas déroger à la règle. On va avoir un match de 8 minutes, un match juste pour se lancer vraiment dans le truc, mais vous savez ce que c'est, hein. It's Wednesday, and you know what that means. Ça veut dire de la bagarre. Le lutteur du Dark Order, il va quand même surprendre un peu Kenny Omega en l'attaquant et en se servant de sa vitesse. Mais le champion, au fur et à mesure, va renverser la situation à son avantage. Il va imposer son rythme. Il va même penser à un moment avoir mis KO Angels avec un neckbreaker, mais celui-là va réussir à revenir en esquivant le leader de l'élite. Il passe tout près de gagner avec un petit tombé de filou, un petit tombé surprise, mais ça va pas suffire malgré tout. Il va maintenir la vitesse qui va lui permettre de faire un bon gros dive à l'extérieur du ring. Kenny Omega va revenir quand même en contrant un frog splash en mettant les genoux. Les deux lutteurs vont s'échanger par la suite plusieurs coups, mais c'est finalement un premier V-trigger qui va sonner Angels, mais qui va pas suffire malgré tout. Et avant qu'il puisse enfin s'incliner, notre ami du Dark Order, il va falloir qu'il subisse deux V-triggers consécutifs. Finalement, ça y est, il tombe, il s'effondre. 1, 2, 3, victoire du champion Kenny Omega. Après le match, Kenny Omega va prendre le micro et va demander à Michael Nakazawa de lui passer une chaise. Il compte exécuter son finisher sur la chaise. Mais Eggman, Adam Page, débarque sous une pluie de cowboy shit, cowboy shit, cowboy shit. Et il va d'ailleurs tenter, c'est une prise, vraiment un move que j'adore chez Adam Page, en l'occurrence son buckshot lariat, là, quand il le réussit, c'est magnifique. Alors là, pour le coup, Kenny Omega la joue fine, parce qu'il va réussir à éviter ce fameux buckshot lariat, mais il va pas s'en laisser compter, hein, notre ami Adam Page, parce qu'il fait fuir le champion. Certes, hors du ring, mais il va prendre le micro à son tour devant la ceinture oubliée par le champion et il va nous expliquer que là, il a oublié de prendre le titre avec lui, qu'il va le garder bien au chaud, qu'il doit le garder bien au chaud parce qu'il le gagnera dans 10 jours.
Tao, ainsi s'achève le segment d'ouverture de ce 109e Dynamite. Donc j'imagine que là, on était dans le vif du sujet. Malgré un match, j'ai presque envie de dire un match exhibition pour le champion. Oui, c'est ça, bah, c'était clairement un match d'exhibition pour Kenny Omega, mais pour ouvrir le show, comme bien souvent du côté de la All Elite, on commence directement avec un combat. Certes, là, pas très long, on s'est habitué un petit peu à des matchs un peu plus longs ces derniers temps du côté de All Elite pour l'opener. Mais là, voilà, un petit match de même pas 10 minutes, ça fait quand même plaisir. Moi, j'aime bien Alan Angel, l'ancien numéro 5 du Dark Order. Maintenant, du coup, il a repris son nom parce qu'il s'est un petit peu, je vais pas dire émancipé, mais il a pris un petit peu du galon dans toute cette histoire du Dark Order avec la fausse rupture qu'il y avait eu entre eux, voilà, et du coup il a enlevé son masque, il a repris son nom, donc ça me fait vraiment plaisir. On le met bien en avant, c'est un super lutteur en plus, Alan Angel, qui fonctionne très bien avec Kenny Omega, avec son côté beaucoup plus rude que Alan Angel qui est lui un petit peu plus dans la voltige. Donc ça vraiment, ça m'a fait super plaisir, c'était très rapide, on fonctionne super bien. Moi le petit détail, je sais pas si toi tu l'as noté, hein, mais c'est quand même super cool qu'on finisse pas avec un One Wing Angel, on finit avec un V-Trigger, d'ailleurs super bien porté par Kenny Omega, je trouve ça cool, parce que ça renforce aussi le V-Trigger qui en a bien besoin. Quand même, ça fait quelques années maintenant que le V-Trigger est une prise assez impactante, mais qui est pas non plus très décisive. Donc là, moi j'ai bien aimé ça. Et l'après-match, toujours aussi cool. Eggman and Page, qui clairement est l'homme le plus ovationné de la All Elite. Ça, c'est vraiment incroyable, toujours, hein, quand on voit. L'overness d'Adam Page est incroyable, hein. Ouais, je suis assez C'est d'accord avec toi. incroyable, hein. Incroyable. Et pourtant, c'était très mal parti, hein. Je sais pas si tu te Oui, rappelles, mais eh au oui. tout début de l'Elite, il commence à se faire un petit peu huer, un petit peu le syndrome de Roman Reigns d'il y a quelques années. Et bah là, maintenant, il a tous les fans derrière lui. C'est vraiment incroyable. J'ai tellement hâte de voir le pay-per-view Full Gear pour ce combat, parce qu'il va être incroyable et toute l'histoire racontée autour. Et pour moi, l'une des meilleures histoires de ces faciles 10 dernières années dans le catch nord-américain, en fait, tout simplement. Donc voilà, je suis très très investi dans ce combat à venir. Et pour moi, c'est un opener qui fonctionne à la perfection. Grosse différence par rapport à Adam Page, c'est que par exemple un Roman Reigns effectivement est revenu comme ça, mais dans un personnage de heel absolu, alors que pour Adam Page ça n'a pas été simple puisque il a continué dans son rôle de babyface. Je crois qu'il y a un côté un peu sentimental derrière tout ça, c'est le fait qu'il soit à la colle avec les mecs du Dark Order, qu'il soit devenu un peu le leader. Il est le leader sans être une sorte de leader spirituel, quoi. C'est pas, il n'est pas un leader dans le sens comme pouvait l'être Brody Lee, mais il est la grosse attraction quand même du Dark Order. Et je pense qu'il y a eu ce côté sensible un peu, si tu veux, qui a aidé à son retour auprès du public. Et franchement, depuis qu'il est revenu comme ça, là, il délivre la marchandise, hein. Ah, que ça soit dans le ring ou en promo, son overness est présente. Enfin bref, je trouve qu'en ce moment, il assure grave, quoi. Je t'ai perdu, Tao. Alors, je t'ai perdu, je sais pas. On a eu un petit trou d'air. Allô. Ouais, de retour, de retour. Ah, bah, c'est les aléas. Euh, Oui. je ne sais pas ce qui se passe. Ah voilà, écoute, on a eu un petit lag de son, je sais pas non plus ce que c'est. Écoute, c'est pas grave, on va continuer comme ça, tant que tu continues à m'entendre. Là, je t'entends en Oui, l'occurrence. ça, c'est les aléas du retour, voilà. Mon Voilà, micro a ouais, pris la ouais. poussière, donc forcément, voilà. Ah ouais, il fallait bien qu'on ait quelques anicroches pour ce retour. C'était obligé, quoi. Allez, on continue la suite. Alors, écoute, on va nous annoncer un des dramas de la soirée, puisqu'on va nous annoncer le remplaçant de John Moxley dans le tournoi qui détermine le prochain challenger au titre mondial. Il va s'agir finalement de Miro et qui va affronter Orange Cassidy ce soir. Alors, l'explication très rapide concernant John Moxley, c'est que tout simplement, bah, le garçon est parti en réhab. Ça va pas, il a déclaré voilà une addiction avec l'alcool et tout ça. Et il l'a annoncé de manière assez claire et officielle. Et il s'est retiré du tournoi qui doit définir le number one contender pour le titre numéro un. Un petit mot là-dessus, Tao? T'étais surpris? Moi, je t'avoue que alors là, pour le coup, j'avais pas d'informations particulièrement sur des conduites alcooliques de John Oui, Moxley. bah, Et, effectivement, c'est tombé un on peu n'avait comme pas ça. trop, Donc, on n'avait pas trop d'informations, effectivement. C'est Tony Khan qui l'a partagé sur Twitter. Donc c'est d'un commun accord avec John Moxley. C'est pas bien comme si sûr, hein. c'était pas voulu. Donc voilà, on en a parlé. On en reviendra d'ailleurs plus tard, hein, dans le show. On a aussi parlé de ce fait. Je trouve ça cool
qu'ils en parlent. C'est quelque chose quand même qui est important. C'est un message aussi à faire passer, si jamais vous avez un problème d'addiction, de quelque sorte que ce soit. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à vous faire suivre par des professionnels qui peuvent vous aider. Je trouve ça cool qu'ils en parlent ici, même si on va en parler effectivement un peu plus tard dans la soirée. Mais voilà, par contre, moi... Pardon? Docteur Lata... Non, j'ai dit docteur Lataloche, Oui. vous fait une prescription. Et voilà, mais c'est aussi de ça le catch. Aussi, voilà, on parle de sujets universels. Et en plus, plus particulièrement dans le catch, en plus, ça en fait partie, hein, tout ce qui est addiction quand même. Donc voilà, je trouve ça cool. Et par contre, oui, très étonné que ce soit Miro qui prenne la place de Moxley. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient récupérer quelqu'un qui avait été éliminé au tour d'avant. Mais non, apparemment, là, vraiment, on part sur quelqu'un d'autre. Donc Miro qui débarque dans le tournoi. J'avoue qu'à ce moment-là, je sais pas trop quoi en penser. Donc voilà, j'ai pas forcément d'avis ni positif ni négatif. Je suis juste surpris à ce moment-là. Voilà. Ah, je suis d'accord, moi aussi sur le coup je m'attendais à un repêchage. Et en fait effectivement pas du tout, ils ont décidé de faire rentrer un nouveau catcheur directement dans le tableau. Donc écoute, pourquoi pas, hein, Pourquoi c'est pas? pas... Après concernant John Moxley, effectivement sur ta prescription, je suis assez d'accord de toute façon. Et au moins comme ça il n'y a pas de problème de clarté, il n'aura pas de dirt sheet. Ouais, ouais. Les choses sont établies. Voilà, il se passe ça à l'heure actuelle et c'est comme ça. Et puis bah écoute, ça les a pas empêchés de continuer, d'aller de l'avant et de continuer le booking. Donc on aura tout à l'heure Miro versus Orange Cassidy. Restez avec nous, on va y revenir. On aura une petite vignette de Malakai Black qui va dire à Cody Rhodes qu'être banni des abords du ring ne changera rien du tout à l'issue du match de ce soir pour Cody Rhodes. On va en reparler aussi plus tard. Et il va citer notamment le fait que même Jules César n'a pas été trahi par une seule personne pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas que d'eux. Alors Malakai Black, j'ai presque envie de te dire que là, j'ai presque eu l'impression de voir un petit segment WWE version SmackDown, non? Oui, un peu. C'est vrai que c'est un peu formaté grand public, un petit peu ouais, WWE, c'est vrai. Voilà, moi j'aime bien ce qu'ils font autour de Malakai Black et de Cody Rhodes. Je trouve ça Ah ouais. super intéressant. J'avais déjà émis l'hypothèse, bah, d'ailleurs la dernière fois qu'on a fait une vidéo sur la chaîne en parlant de Dynamite tous les deux, du fait que Cody, il s'est fait quand même trahir par beaucoup de personnes. Là, du coup, c'est cool que Malakai vienne sur ce fait-là, parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens depuis 2 ans maintenant qui se sont tournés, qui ont foutu un couteau dans le dos, j'ai envie de dire, à Cody. Et c'est pas anodin, je trouve. Donc là, on prépare vraiment quelque chose d'autre autour de Cody, quelque chose d'intéressant, je trouve. Donc on va suivre le programme à la suite de cette soirée. Je suis très client de cette rivalité entre Malakai Black et Cody Rhodes. Je suis très client de toute façon de ce que fait Malakai Black à la Ouais, ouais. All Elite Wrestling. De toute façon, j'ai toujours été client de Malakai Black, Tommy End, Alistair Black. Donc écoute, Toujours. ça continue. Et cette rivalité là me ravit là. Et puis on va y revenir de toute manière puisque plus tard, vous l'avez bien deviné, il va y avoir un match avec Cody et qui va affronter El Idolo. Donc, mais ça, on va y arriver très bientôt. Là-dessus, on revient un petit peu sur la discussion qu'on avait 2 minutes avant mon bon Tao, puisque Ouais. CM Punk va arriver sur le ring. Alors, on va en parler un peu tous les deux, hein. On a un peu de temps ce soir. On va on pourra même en parler un peu à la fin, faire un espèce de petit bilan depuis le temps qu'on n'en a pas causé tous les deux. On va juste C'est vrai. continuer sur le flow de la review. CM Punk, il arrive sur le ring. Il dit qu'il a un mot pour John Moxley pour commencer, qui est donc à l'hôpital pour soigner son addiction à l'alcool. Forcément, le public va donner de la voix, hein, pour l'ancien champion du monde. Enfin, pas à la All Elite Wrestling. Le Best in the World va s'attarder sur un autre absent, Eddie Kingston, après avoir fait tout un laïus donc sur John Moxley et le supporter dans l'épreuve actuelle. Mais voilà, effectivement, celui sur lequel il a envie de s'attarder, c'est Eddie Kingston. Il explique qu'il n'a pas apprécié cette fête interrompre la semaine dernière. À ce moment-là, il y a un fan qui va hurler d'ailleurs à Punk de l'affronter. Punk il dit qu'il l'aurait fait volontiers, mais que Kingston n'est pas là ce soir. Il indique qu'il sera à Saint-Louis, en Missouri, pour Rampage, c'est-à-dire vendredi soir, et que là, il sera prêt à accepter les excuses d'Eddie Kingston, et on verra bien quel genre de mec est vraiment Eddie Kingston. Alors, ça, c'est un des nouveaux trucs quand on s'est quitté. Il n'y avait pas encore ça la dernière fois, mon Ouais. bon Tao. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'existait pas encore Rampage. Il y avait des rumeurs qu'il y avait un deuxième show qui allait arriver, etc. Mais à ce moment-là, ça n'existait pas. Dorénavant, tous les vendredis, il y a Rampage et bah, Dynamite sert un peu de rampe de lancement à Rampage pour booker aussi des matchs et pour nous annoncer les cartes du vendredi soir. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, au-delà du fait de la promo de CM Punk, etc.
Mais il y a aussi autre chose, en plus du show, il y a aussi CM Punk. La dernière fois qu'on a parlé d'AW, il n'y avait pas de CM Punk dans Oui, l'équation. et oui, Donc ça fait quand même des gros ajouts, CM Punk et et oui. un deuxième show Rampage. Donc c'est super cool. Moi, le t-shirt, ça a été Day One, hein, je tiens à le préciser quand même. T-shirt du retour de CM Punk, ça m'a fait extrêmement plaisir. Rampage, pour l'instant, je suis encore assez mitigé sur l'utilité du show, même si c'est pas forcément le sujet du coup de ce qu'on est en train de parler. Mais voilà, concernant la promo en elle-même, j'ai trouvé très cool toute cette partie au début, hein, où il parle de John Moxley, où il dit qu'il a tout son soutien. On sait qu'en plus CM Punk est straight edge, donc forcément c'est un soutien aussi qui fait sens, hein, dans l'histoire en elle-même. On sait aussi par rapport à ce qui s'est passé à la WWE, toutes les histoires personnelles autour de CM Punk, autour de sa famille notamment, et de l'alcool. Donc pour le coup, CM Punk est un choix intelligent à ce moment-là pour faire cette promo-là sur John Moxley, c'était très cool. Concernant par contre Eddie Kingston, je suis très, je vais pas dire mitigé, parce que pour l'instant on n'a pas encore vu grand-chose, mais je suis très surpris de cette rivalité. Je m'attendais pas forcément à voir un Eddie Kingston contre CM Punk en 2021 à la W. C'est vraiment très étonnant. C'est deux mecs qui sont super bons au micro, donc forcément ça va faire des étincelles. Par contre, j'ai un peu plus peur pour le ring. Parce que Eddie Kingston, ça n'a jamais été un catcheur que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié, ni flamboyant. CM Punk, il est sur le retour, même s'il a un catch très méthodique, un petit peu à la Bret Hart des années 90. C'est pas non plus quelque chose qui fait soulever les foules, même si ça fonctionne bien à la AEW. Donc voilà, toute cette réalité-là, je suis un petit peu en attente de voir ce qui va se passer autour de ça. Qu'est-ce qui va se passer avec Eddie Kingston autour de CM Punk? Parce que pour l'instant, CM Punk est quand même sur une winning streak assez balèze. Donc est-ce que Eddie Kingston va être le prochain à y passer ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose en plus? En tout cas, moi, ça éveille ma curiosité. CM Punk, pardon, pour l'instant, il développe surtout le personnage à travers la mid-card, j'ai un peu envie de dire. Ouais. Il est beaucoup là pour faire le clap aussi, il participe beaucoup aux commentaires, il est réellement bien investi, quoi, hein. Il a eu des matchs, il est impliqué dans des segments backstage, enfin bref, il fait pas mal de choses. On sent qu'il est content d'être là, et ça se sent au travers de ses promos. Là, effectivement, bah là, il lance une nouvelle rivalité avec vraiment Eddie Kingston. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Eddie Kingston, pour moi, c'est un brawler de bonne facture. Ouais, ouais. Qui a une shape qui laisse quand même largement à désirer, mais qui, comme tu le dis, Oui. effectivement, est très bon en promo et qui est capable de sortir des gros trucs au micro. Donc, ça peut donner un truc par la suite assez sympa. Allez, il y aura une vignette de Miro d'ailleurs dans l'optique du main event là où on voit carrément il s'adresse à Dieu. T'as vu Miro dorénavant, hein. et, Oui. il demande si Dieu, même il demande même à Dieu s'il a peur quand il s'énerve. Et il lui dit qu'il sera champion du monde et que tout sera pardonné. Amen, ainsi soit-il, et tout le tout team. Allez, là-dessus, petite interview aussi d'Alex Marvez qui interroge Adam Cole et les Young Bucks, l'élite, hein. Alors, Being the Elite, à propos de Full Gear, donc le prochain pay-per-view de la All Elite Wrestling, et pendant qu'ils répondent, et ben, qui va débarquer? Christian Cage et le Luchasaurus. Alors là, le Luchasaurus va faire une distribution de pain, mes amis, Ouais. comme j'aime, vous vous doutez bien que j'adore. Et alors là, ça va partir en cahuète totale dans le backstage, ça va se battre un peu à 3 contre 2, ça va s'échanger des coups jusqu'à l'écran géant. Là-dessus, il y a Jungle Boy qui va arriver pour prêter main forte à ses deux coéquipiers. Plusieurs séquences de grosses bagarres entre The Elite et le Jurassic Express, aidés fortement par notre ami Christian Cage, à un tel point que le segment va se terminer avec Cage qui va effectuer un concerto sur Adam Cole, baby. Voilà, bah écoute, cette petite rivalité sympatoche entre Being the Elite et Jurassic Express continue, en tout cas à mon plus grand bonheur. Le Luchasaurus me fait encore une impression de dingue. Alors, pour la petite histoire, la semaine dernière, The Elite a pas réussi à le soulever. Ils ont tenté de lui faire une powerbomb, une triple powerbomb, et ils ont pas réussi. Kenny Omega s'est avachi comme une merde sur le ring. Et le Luchasaurus est énorme. Donc, bah écoute, ma bonne taloche, je vais te passer la parole. Es-tu aussi enthousiasme que moi sur cette rivalité entre les deux clans? Je trouve ça super bien mené. Franchement, j'avais peur que ça soit redondant au fur et à mesure. Et là, en fait, le segment d'hier, enfin du coup d'hier au moment où on enregistre, du coup, bah, je l'ai trouvé vraiment super cool. La fin avec le concerto sur Adam Cole, j'ai trouvé vraiment génial, parce qu'en plus ça fait forcément référence à toute la carrière de Christian Cage. Et je trouve que c'était vraiment un super segment. Il n'a pas duré trop longtemps.
Il y avait de l'intensité, ça a fait avancer l'histoire. J'ai trouvé ça super cool, franchement, rien à dire de plus. Mais je me demande ce que toi t'en as pensé du coup sur ce segment. Moi, je suis carrément enthousiaste, comme je l'ai dit, sur cette rivalité de toute façon. Je trouve que Christian Cage fait un super boulot avec les jeunes. Celui qui cherche vraiment à mettre vraiment over, c'est Jungle Boy, et ça date pas d'hier. Ouais. Et il l'est over. Moi, je continue à avoir un petit pincement au cœur avec le Luchasaurus, hein, parce que moi, pour moi, c'est peut-être l'un des 3 plus gros powerhouse de la All Elite Wrestling. Et je regrette qu'il n'ait pas, à un moment ou à un autre, une chance, soit avec le titre par équipe, soit peut-être un run solo avec le TNT Championship ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, en termes d'entertainment, là, tu vois, là, pour le coup, et bah, ce brawl là, moi, ça m'a ravi, j'ai trouvé ça bien sympa. Puis moi, j'aime bien toujours quand Adam Cole il se fait un peu martyrisé, un peu victimisé. Donc, donc ce segment m'a ravi. Alors, est-ce que le segment qui va suivre va nous ravir aussi? Mais parce que là, il va y avoir une ceinture en jeu, et c'est tout simplement la ceinture triple A, puisque la ceinture triple A qui a été longtemps dans les mains des Lucha Brothers est passée suite à une petite entourloupe d'ailleurs, hein, où il s'était fait passer pour des lutteurs masqués, les Ouais. FTR, les anciens Revival à la WWE, vont affronter. Alors là, 2 catcheurs que j'étais très très étonné de voir. Aerostar, un classique, un instant classique de la AAA et un habitué régulier de la lucha underground. Et il est accompagné d'un certain catcheur nommé Samurai del Sol. Alors je vous dis trop rien pour l'instant, sauf que l'ami Samurai del Sol, il lève bien les bras hein, pour faire chanter Lucha Lucha. Et il a un masque assez reconnaissable, il me semble. Bref, il se lance dans un match pour quand même ce title match là, et on va avoir un match de 8 minutes 30. Alors avec évidemment des lutteurs masqués totalement insupportables pour les FTR, puisqu'ils ne détestent rien de moins que les lutteurs qui voltigent, que les lutteurs qui sautent dans tous les sens. Alors Aerostar, en plus, lui, c'est une de ses totales spécialités. Il est Ah, pire, hein, totalement. il est pire que Samurai Del Sol encore. Hein. Donc d'ailleurs, il va y avoir, ça va tellement énerver Dax, je crois, qu'à un moment après une série de galipettes d'Aerostar, Dax va se foutre juste en face de lui, il va lui faire un gros wad, un gros doigt d'honneur, en disant ouais bah c'est bon, tu nous fais bien chier avec ça quoi. Et après quelques moves assez aériens, dont en particulier un gros samouraï Del Sol là à l'extérieur du ring qui va venir fracasser tout le monde sur les barricades et qui va nous faire vraiment un truc bien sympa et donc un total contraste entre les deux équipes en termes de catch. Et même si les lutteurs masqués vont donc bien démarrer, profiter de leur vitesse pour tenter de surprendre les champions, FTR va revenir dans le match après avoir effectué d'abord une guillotine sur Aerostar, qui pensait pourtant bien tenter un double Hurricane Rana carrément présomptueux, le garçon, sur les deux Ouais. FTR. Malgré quelques offensives et puis une victoire un peu à portée de main, à un certain moment, Cash Wheeler va retourner un tombé et va profiter de l'angle de vue de l'arbitre en fait pour tenir la corde et gagner en trichant 1, 2, 3. FTR conserve le titre triple A du tag team. Le Samouraï Del Sol, les amis, eh bien écoutez, c'était sa première apparition à la All Elite Wrestling. Il ne nous est pas inconnu, mon bon Tao. Il n'est pas inconnu au peuple de Catch-Up, puisque ce n'est autre que Kalisto. C'est ça, l'ancien Kalisto de la WWE qui fait ses débuts du côté de la AEW. Ça fait vraiment plaisir, hein. Ouais, c'est cool. C'est vraiment. Alors c'est marrant. Voilà, Aerostar et Samurai Del Sol, 2 catcheurs pour qui j'ai une affection particulière pour des raisons différentes. Aerostar parce que je l'ai découvert à la Lucha Underground et que après j'ai continué à suivre un peu sa carrière à la AAA. Et Kalisto parce que bah, je l'ai vu catcher en live à Paris-Bercy. Alors il me semble que c'était en 2016 et à l'époque il était champion des États-Unis et il était en rivalité avec Oh, Ryback. Et oh donc, oui, à Paris, on avait donc eu le match Kalisto-Ryback que Kalisto avait gagné quoi, avec un Salido del Sol de bonne facture. Et donc, du coup, je savais pas trop. Il était vraiment sorti des radars hein, depuis un paquet de temps. Et du coup, il réapparaît dans une chouette tenue. Et puis, ils ont livré un bon match. Ils n'ont pas gagné. On voyait pas trop les FTR perdre le titre ce soir. Mais au final, ils ont fait un bon match, une belle équipe. Et c'était un tag team match digne de la division tag team de la All Elite Wrestling, mon bon Tao. ouais, franchement, c'était vraiment un match super cool. Il n'a pas duré trop longtemps. Moi, j'ai quelques petites réserves, mais alors c'est vraiment pour chipoter sur la tenue de Samurai Del Sol. J'aime vraiment pas ce t-shirt là, ce haut Marcel, je sais pas trop.
Je suis vraiment pas fan, hein, que ce soit sur n'importe quel catcheur d'ailleurs. Autant d'ailleurs même Rey Mysterio avec son haut, j'aime pas du tout, mais bon après ça c'est qu'un petit détail. Par contre moi j'ai trouvé Aerostar un petit peu en dessous, quelques problèmes de timing, des choses comme ça, mais j'imagine que c'est parce que le rythme est pas forcément le même non plus que la triple A. Mais voilà, moi j'ai rigolé surtout au moment où Samurai Del Sol il évite du coup Cash Wheeler et Dax Harwood. Et du coup là il fait un, il fait un grand écart. J'imagine qu'à ce moment-là, Aerostar il devait sauter depuis la troisième corde, mais en fait il y avait vraiment un problème de timing. Du coup on a juste Samurai Del Sol qui fait un grand écart et qui s'en va comme ça. J'ai trouvé ça vraiment marrant. Mais voilà, sinon c'était vraiment un super match. Et puis le fait que les FTR soient avec des voltigeurs dans un combat, bah, c'est sûr que ça fonctionne en fait. Donc bravo à eux. Et puis surtout, il y a de l'intérêt autour des FTR avec cette ceinture de la AAA, qui est du coup une ceinture d'une fédération mexicaine, qui eux sont connus pour avoir beaucoup de luchadors, donc beaucoup plus de voltige. Donc ça peut vraiment faire un mélange très très intéressant. Tout à fait, ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Après, c'était un match très classique, mais moi j'aime bien les oppositions de style. Et là, pour le coup, on était totalement dans ça, quoi. Deux brawlers, deux catcheurs de mat wrestling, de vicieux, tu vois. Et vraiment Ouais. face à deux voltigeurs mexicains dans la pure tradition, avec un Samurai Del Sol qui fatalement va avoir en plus une petite pop, la petite pop supplémentaire de l'arrivant. Donc du coup, ça met une belle ambiance dans la salle. Dans le Missouri, là, on était chaud, là, hein. C'était plutôt bien sympa, cette petite salle là où ils étaient Ouais, là. ouais, Euh, c'était l'in- vraiment au taquet, hein, vraiment ouais, au ouais, taquet. l'indépendance là, c'était vraiment sympa l'ambiance. Donc du coup, ça a donné un match enlevé et ouais, ouais, ça passait crème. Allez, je ferai un package total des femmes là. Je vais aller directement sur le segment de l'Inner Circle parce que l'Inner Circle, Mataloche, en ce moment, hein, il a plein de problèmes, et en l'occurrence Ouais. avec l'American Top Team, qui est mené par Dan Lambert et qui est un aéropage de catcheurs comme Scorpio Sky et Ethan Page et plusieurs champions, champions des États-Unis, champions du monde, du FC, dans différentes catégories de poids d'ailleurs aussi. Et donc en ce moment, ça se passe très très mal entre eux. Donc Chris Jericho après une entrée triomphale comme à son habitude à la Elite Wrestling, c'est un peu CM Punk Chris Jericho, c'est un peu même combat hein, quand ils arrivent dans l'arène, c'est la Ah oui. folie, la chanson connue par cœur par tout le public et ça envoie du lourd. Chris Jericho va quand même après son ovation habituelle rappeler au micro que Sammy Guevara a vaincu Ethan Page, donc un des comment dire, de l'American Top Team, excusez-moi, c'est ce qui lui permet de choisir quel membre de l'American Top Team va devoir envoyer pour les affronter à Full Gear, puisque là, on est parti pour un match par équipe, hein, je pense, hein, peut-être même un elimination match. Qui Peut-être, ce sait, serait très marrant. c'est un peu l'époque des Survivor Series, je dis ça, je dis rien. Full Gear, pour vous donner une précision, ça se déroule le samedi 13 novembre, ne ratez pas ça. Mais voilà, pendant que Jericho déroule sa promo, ils vont être interrompus par Dan Lambert et toute sa troupe. Lui, il n'a pas envie de s'éterniser à Indépendance dans le Missouri, hein, c'est un peu le trou du cul du monde, et donc il va donner le contrat à l'arbitre qui va le remettre à Jericho. Dan Lambert présente ensuite les personnes qui sont avec lui, hein, et c'est Jack Hager qui va avoir le premier choix et qui va choisir Dos Santos, qui est un bon master. Hein. Il lui dit qu'il va le battre plus vite que Ouais. lors de son dernier combat à Dos Santos. Santana va choisir Andrei Arlovski et il lui dit que contrairement au MMA, il n'y aura pas de règles quand ils se battront. Dan Lambert, il précise que le mari de Paige Van Zandt qui est là, est là et qui pourront donc le choisir, vu que Chris Jericho, ce que Jericho avait dit à la combattante, mais cette dernière va prendre le micro parce qu'en fait, il y a une rivalité entre Jericho et cette demoiselle et pas piquer des verres, hein, puisqu'elle s'est adressée directement, entre autres, sur Twitter et elle a un peu démoli notre ami Jericho en disant qu'il était gros, qu'il était vieux, qu'elle le flinguerait n'importe où. Bref, que ça allait mal se passer pour Chris Jericho si elle l'affrontait. Elle explique d'ailleurs qu'elle n'a pas besoin d'hommes hein, pour se défendre et qu'elle pourra tous les battre toute seule. Elle dit être libre pour le pay-per-view et qu'aucun filtre Instagram ne cachera ce qu'elle fera. Santana va prendre la parole et lui dire que quelque chose en espagnol qu'elle comprend pas. Elle lui demande ce qu'il a dit. Sammy Guevara lui a dit que ça veut dire pétasse. Chris Jericho va prendre le micro à nouveau, refuse de choisir Paige ou son mari, puisque le troisième choix obligatoire sera Dan Lambert. Alors évidemment, le papy, le boomer, il est furieux. Il demande à la foule d'arrêter d'encourager une idée aussi conne. Il dit à Jericho qu'il avait parlé de combattant et qu'il peut pas
pas le choisir, quoi. C'est pas possible, c'est pas un combattant. Malheureusement pour lui, c'est officiel. Et c'est avec la musique de Y2J que va se clore ce segment. Donc c'est officiel, Full Gear. On va avoir l'American Top Team versus l'Inner Circle. Dan Lambert va se retrouver par le ring. Il va bien sûr y avoir de la filouterie dans tous les sens dans cette affaire. Qu'est-ce Ah, que c'est t'en sûr. penses, mon Tao? J'ai trouvé le segment super cool. Je suis pas forcément le plus fan de ce qui se passe avec l'Inner Circle contre l'American Top Team. Voilà, ça fait, pour moi, on en a un petit peu parlé déjà avant, mais moi ça fait très WWE, je trouve, avec des mecs qui sont ici du MMA, qui viennent un petit peu foutre le bordel dans un truc de catch. Là, je trouve par contre que c'est bien fait, c'est assez respectueux quand même dans la chose. Je trouve que la plupart des mecs de MMA, malheureusement, je sais que je vais peut-être me faire insulter, mais je les trouve pas très, très charismatiques, hein. Voilà, moi, j'ai pas forcément suivi non plus leur carrière, mais je les trouve pas forcément très charismatiques, que ce soit Micro, heureusement qu'il y a Dan Lambert qui sauve la situation. Mais par contre, Paige Van Zandt, là, je la trouve super cool. Ouais. Il y a ce moment-là, là où il y a les blagues un petit peu graveleuses, où du coup elle dit de toute façon, je m'en fiche, je peux vous prendre tous les cinq toute seule. Et forcément, que j'ai quoi à ce moment-là, il rigole. Et du coup, gros moment de blanc où elle dit comment ça, tu veux te faire nous cinq toute seule? Donc forcément, voilà, c'était une petite blague un petit peu bête, mais moi j'ai vraiment rigolé sur le coup. Je me suis dit, c'est vraiment bête, mais ça fonctionne sur moi, quoi. Mais voilà, par contre, elle est très très charismatique. Je sais pas du tout ce qu'elle va faire après cette histoire, parce que pour le coup, elle n'est pas impliquée, parce que c'est la seule femme dans toute cette histoire. Peut-être qu'elle va intervenir physiquement, ce serait cool. Mais voilà, en tout cas, dans toute cette histoire, pour moi, c'est vraiment elle qui ressort vraiment du lot. Je sais pas du tout ce qui va se passer à l'avenir dans cette rivalité, mais voilà, c'est le petit feel good moment qui dure pendant la soirée, le petit fil rouge au fur et à mesure des semaines, qui fonctionne bien. Je suis pas forcément plus investi dedans que ça, mais pour moi en tout cas, c'est toujours assez bien mené. Donc ça me dérange pas du tout et j'ai hâte de voir du coup le match à Full Gear qui reste d'être très sympa. Effectivement, ce serait très marrant qu'on ait un 5 contre 5 à élimination, ce serait pour moi vraiment très bien adapté pour le coup. C'est possible, oui. Mais euh, je suis pas très convaincu que cette rivalité va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Peut-être que Fulgin, il mettra peut-être un point final, je sais pas. Ah, Je j'espère, pense ce que serait bien. les deux seuls vrais catcheurs de l'American Top Team, c'est Ethan Page et Scorpio Sky. Et eux, j'aimerais les Oui, voir dans oui, la Tag Team Division vraiment un peu en membre actif. ce serait cool. Quant aux autres, je pense qu'ils sont vraiment là un peu plus ou moins pour un one-shot. De ce que j'en ai lu à droite ou à gauche, effectivement, et ça devrait pas être quelque chose qui dure. Donc en attendant, pour l'instant, c'est bien. Ça permet au public en plus de bien rigoler pendant ces phases-là parce qu'ils peuvent pourrir Dan Lambert de manière assez magistrale. Et du coup, ça donne des segments en général assez vivants et assez sympas. Donc c'est plutôt pas mal. Effectivement, ça donne envie de voir la suite et de voir ce match à Full Gear. Et on aura l'occasion d'en reparler d'ici le 13 novembre, même si ça va arriver vite, hein, puisqu'il restera que le prochain Oui, Dynamite sera le Go Home Show de Full Gear. Donc on verra à ce moment-là. Allez, on va aller dans la division féminine. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la division féminine, mon bon oui, Tao. Et beaucoup de choses ont changé. Quoique, si tu te rappelles bien, dans les deux ou trois Dynamite qu'on avait déjà reviewé ensemble, il y avait eu un Thunder Rosa versus Britt Baker c'est qui vrai. était pas piqué des verres. Il était vraiment très très cool même, hein, on peut dire. Vraiment, c'était l'un des Ouais, meilleurs matchs féminins de la W depuis la création, et hein. pour moi, c'est tout simplement voilà, ouais, un des matchs fondateurs quasiment dans la division féminine de la Weight Wrestling. Et que depuis, on va pouvoir en parler, mais beaucoup, beaucoup de choses ont changé et se sont, pourquoi pas, améliorées. Et là, en l'occurrence, tellement amélioré qu'on a déjà créé un titre intermédiaire à la Weight Wrestling pour les gens qui nous Oui, prendraient en route et qui ne sauraient pas. Et donc, on a dorénavant un TBS Championship qui conquit le titre intermédiaire, l'équivalent du TNT Championship chez les hommes. Et un tournoi a été organisé à cet effet. Là-dessus, on aura une vignette pour promouvoir un des matchs prévus entre ces femmes, en l'occurrence Hikaru Shida, qui va rencontrer Nyla Rose, qui va être interrompu d'ailleurs par Vicky Guerrero et par Nyla Rose, qui va féliciter Hikaru Shida, mais qui va lui dire qu'elle va la battre dans le tournoi féminin pour le titre TBS. Ce fameux titre TBS, on a un tournament match qui démarre tout de suite entre Jamie Hayter et Anna Jay. Anna Jay qui fait partie du Dark Order et Jamie Hayter qui fait partie de la troupe de Britt Baker, de Rebel, bref, qui évolue dans l'entourage de la championne. On les a vus que très peu dans le ring toutes les deux et on a vu Anadja un petit peu avec quelques matchs avec Tay Conti par équipe, mais elle avait que très peu oui. catché toute seule. Là, elle a fait un match de 6 minutes qui a tenu relativement la route, mais finalement l'important n'était pas
tant le match en lui-même que plus ce qui s'est passé après. Parce que malgré un début de match quand même difficile hein, pour Anna Jay, vraiment au départ, elle est vraiment complètement dominée. Elle va réussir à reprendre l'avantage grâce à l'extérieur du ring, où là, elle va pouvoir projeter Jamie Hayter sur les barrières du public. Anna Jay va ensuite continuer à dominer en retour sur le ring. Mais finalement, c'est Britt Baker qui va interférer et qui va retenir la jambe d'Anna Jay et qui va permettre ainsi à Hayter de la surprendre et de gagner le match. 1, 2, 3, victoire de Jamie Hayter. Après le match, Britt Baker, rejointe avec Rebel et Jamie Hayter, vont vouloir attaquer Anna Jay, mais il y a Tay Conti qui va à nouveau apparaître et qui va venir faire le sauvetage. Sauf que le nombre va l'emporter quand même. Et il va falloir attendre qui on en parlait au départ. Thunder Oui. Rosa qui va venir pour faire fuir la championne et ses 2 acolytes. Du coup, tout petit dernier truc au niveau du segment des TBS, c'est qu'il y aura Jade Cargill qui sera en backstage ce soir et qui va déclarer que peu importe celle qu'elle affrontera, elle va quand même remporter le titre et le renommer en That Beach Show. Bon, ok. Merci Jade Cargill pour cette intervention. Ainsi se termine toute cette partie féminine. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon bon Tao, de ce qu'on a vu sur ce Dynamite? Et puis plus largement, un peu de l'évolution de la division féminine depuis quelques mois là. Alors, du coup, je profite de cette exposition que tu m'offres, tonton, pour déclarer officiellement aux yeux du monde et de tous ceux qui nous écoutent mon amour pour Jamie Hayter. Je suis un Ah très très grand fan de Jamie Hayter et j'ai même, grand bien m'en face d'ailleurs, suivi sa carrière au Japon, tellement j'étais fan de cette catcheuse avant qu'elle arrive du coup à AEW, avant même la pandémie du coup. Voilà, je suis tombé par hasard sur l'un de ses matchs au Japon et je me suis dit incroyable. Elle est charismatique, elle est incroyable sur un ring, je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, j'ai suivi toute sa carrière. Et forcément, vu qu'elle a fait ses débuts il y a maintenant 2 mois à peu près, du côté d'AEW, je me suis dit waouh, c'est super cool. Si vous entendez un cri de bébé, je suis désolé. C'est mon petit bébé qui est en train de faire ses dents. Mais sinon, on revient à ce qui nous intéresse. Oui, complètement fan de Jamie Hayter. Donc, du coup, voilà, j'étais très content de cette victoire dans ce tournoi qui est pour l'instant très très cool quand même, hein, il faut le dire. Il est vraiment honnête pour le coup. ouais, le bracket a de la gueule et tout. Non, je suis d'accord. Franchement, ça fonctionne bien. Tai Conti, du coup, qui vient faire le sauvetage après de Hannah Jay, parce que forcément, c'est les 2 meilleures amies. Et aussi parce que c'est elle qui a un match de championnat pour le titre féminin de Britt Baker à Full Gear, il faut le rappeler aussi. Et forcément, Thunder Rosa qui arrive dans l'équation. Dès qu'elle est arrivée, je me suis dit, oula, là, ils sont en train de nous préparer le rematch tant attendu entre Britt Baker et Thunder Rosa. Donc pour le coup, j'ai pas trop de doutes sur la victoire de Baker à Full Gear sur Tai Conti, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, et du coup, toute la faction autour de Britt Baker, donc avec Rebel et Jamie Hayter, fonctionne super bien. Je suis content que Jamie Hayter ait enfin une victoire importante depuis qu'elle a la W, parce qu'elle a un petit peu servi de punching ball pour mettre en avant les adversaires de Britt Baker. Donc voilà, je trouve que c'est super cool. Le segment après avec Jade, que j'adore aussi d'ailleurs, hein, je la connaissais pas du tout avant, la W, mais plus le temps passe, plus je la trouve super cool. Il la protège beaucoup. Je trouve ça super bien parce que il me semble pas que ce soit une catcheuse j'allais dire de formation, mais voilà, elle est vraiment super complète. Elle a le total package, donc elle, il faut vraiment bien la garder, bien la mettre au chaud parce que elle, c'est vraiment de l'argent à se faire avec elle, c'est sûr et certain. Donc voilà, pour l'instant, ils la mettent bien en avant sans pour l'instant l'impliquer forcément dans des matchs auxquels elle pourrait peut-être un petit peu perdre de momentum. Mais voilà, la division féminine, globalement, elle progresse très bien, je trouve, du côté de All Elite. Moi, je suis un petit peu déçu. C'est pas forcément nul, mais je suis un petit peu déçu que des femmes comme Nyla Rose ou autres, un petit peu atypiques, aient été mis un petit peu de côté. Parce que moi, je trouvais que c'était vraiment ça qui faisait la différence avec par exemple, la WWE, fut un temps. Voilà, on avait vraiment des femmes avec un physique différent. Donc là, on se retrouvait un petit peu avec une configuration assez classique de filles assez jolies, qui catchent pas forcément incroyablement bien, mais plutôt moyen. Voilà. J'ai pas trop forcément d'intérêt dans ce qui se passe actuellement, mais je trouve que ça progresse en tout cas très très bien du côté de la division féminine. Donc voilà, hâte de voir ce qui va se passer au fur et à mesure. En tout cas, on met l'exposition sur les femmes et ça fait plaisir.
Confirme. Et je confirme également une grande amélioration du côté de la division féminine de la All Elite Wrestling. Vraiment, là, on a fait un pas. Elles ont step up, les filles, et ça se voit. Et je suis particulièrement convaincu, par exemple, par le règne de Britt Baker en tant que championne. Et quand j'ai vu le tableau du TBS Championship, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal, ça a de la gueule. Il y a des anciennes championnes, il y a un certain équilibre. Il y a des jeunes qui se pointent. Je pense que Anna Jay et Tai Conti, elles ont un certain avenir. J'aime beaucoup Tai Conti. J'espère que ça va donner quelque chose. Hikaru Shida est bien restée installée dans le roster. Elle fait partie des valeurs sûres. Ouais. Du coup, ça installe petit à petit une vraie division féminine avec un vrai paysage, un vrai roster et où les filles sont de mieux en mieux identifiées et un temps d'antenne beaucoup plus raisonnable que ce que ça n'a pu l'être parfois aussi. Mais on sent que ça décolle et je trouve que c'est une super nouvelle pour les femmes du côté de la All Elite Wrestling. Donc je leur donne plein d'encouragement et j'espère que ça va continuer en ce sens avec l'arrivée en plus supplémentaire de Rubisso. Oui, oui. Voilà, tu vois, il y a eu des apports aussi dans la division féminine depuis quelques temps. Rubisso, c'était pas la plus grande catcheuse hein, de la WWE, loin de là, mais ça a amené du sang frais, ça a donné aussi un petit peu du sel pour le public. Oui. Donc, je trouve que tout ça, c'est plutôt bien mené. C'est sûr que pour moi, ils sont encore loin du niveau WWE au niveau des femmes, mais en tout cas, là, ça y est, il commence à y avoir un vrai intérêt sur le booking, sur les histoires racontées, sur le développement des matchs, sur la qualité des matchs en eux-mêmes, ce qui se passe entre les cordes. Je sais pas quel match t'as en tête, là, moi j'ai le dernier match avec Britt Baker, par exemple, qui était de très bonne qualité. Match au pay-per-view, là, j'ai oublié le nom, au Double or Nothing. Oui. Donc là, on a eu des matchs de super qualité au niveau féminin. Donc écoute, je suis assez confiant pour l'avenir. Ça arrive et ça va arriver. Ça arrive, ça se met en place. Franchement, très très cool de suivre l'évolution. Ouais, exactement. Ouais, on le rappellera jamais assez, hein, mais cette fédération a 2 ans d'existence. Donc, Oui, oui, bah, à peine donc en plus, hein. Là, on vient de finir le 1er mois de la deuxième année, enfin de la troisième du coup, là on entame la troisième année, donc c'est quand même très, très récent, hein. la WWE à l'âge de votre tonton a 50 ans, quoi. En fait, on pourrait même compter plus si on comptait avec le catch des territoires, quoi. Donc, je sais pas d'ailleurs, tiens, un fact-checking Peuple Catch-Up, je sais pas, pour la WWE, depuis combien de temps elle existe, quoi. Je serais curieux de savoir le nombre d'années, s'ils considèrent qu'elle existe depuis 50, 60, 70 ans. Je serais curieux de savoir ça, tiens. Voilà, si vous écoutez cette review en ce moment même, eh ben, écoutez, pensez-y et faites-moi un beau fact-checking des familles dans les commentaires de YouTube. Allez, Tao, on retourne sur le ring. Et là, voilà, on a un spécialiste alors que j'adore parce que systématiquement, quand il arrive sur la rampe, au bout de à peu près 20 secondes de son thème musical, systématiquement, on a le droit à Cut my music, cut my music. Vous l'avez deviné, c'est MJF qui arrive sur le ring et qui est là, qui va fixer Darby Allin qui est présent parmi le public. Il lui dit que eux deux savent que sans eux, la IW ne fonctionnerait pas. Ils savent ce qu'ils sont et qui ils sont et ce qu'ils vont devenir à l'avenir. Il continue en l'expliquant que c'est en ça qu'il comprend pas pourquoi la foule le hue d'ailleurs, alors que Darby Allin, lui, il est encouragé. Il lui dit que lui, il est un symbole de tout ce que les gens souhaitent être, mais ne peuvent pas. Tandis que Darby Allin, il est à leur image, il est un paria qui sait pas s'exprimer, qui s'intégrera jamais à la société, un asocial. Il explique en disant qu'à Full Gear, Allin va perdre parce qu'il sera trop concentré sur le fait de le frapper plutôt que de gagner. Et bah, même s'il décide de se concentrer sur la victoire, MJF sera toujours meilleur que lui. Mais ça, vous le savez déjà. Darby Allin, il vient quand même prendre le micro, il lui explique qu'il est d'accord avec ce qui est dit. Excusez-moi. Et à la différence près qu'à Full Gear, il sera cool parce que c'est ce soir que sa colère va être déchaînée. MJF va reculer, mais c'est Sting qui va arriver, qui va l'en empêcher. Et alors que Sting et des gens inidentifiables, hein, on va dire, hein, moi peut-être que tu les connaissais personnellement, tu me le diras, vont se battre avec Wardlow, avec Sean Spears. MJF et Darby Allin vont commencer à s'échanger des coups parmi la foule. On s'en met plein la tronche. Finalement, Darby Allin va prendre l'avantage. Ils vont continuer encore dans le public, mais ils vont retourner vers le ring. Et alors que Allin montait vers le coin du ring, MJF va tout simplement prendre la fuite tel un sale heel qu'il est.
Voilà, on continue la rivalité entre Darby Allin et MJF, qui est une rivalité de mid-card, hein, peut-être up mid-card, mais de mid-card quand même. Toujours avec l'appui de l'icône Sting, et ce qui permet à Tony Schiavone de perdre sa gorge à chaque fois qu'il parle de l'icône. Et voilà, écoute, ça va nous donner un match, je pense, assez sympa à Full Gear. Pareil, encore du booking plutôt réussi. Ouais, totalement. Pour moi, c'est peut-être la rivalité sur laquelle je misais pas du tout, parce qu'elle est assez sortie de nulle part. Je m'attendais à voir une rivalité forcément avec MJF et Darby Allin, qui sont, de toute façon, MJF le dit très bien dans la promo, l'avenir de la AEW. Je m'attendais à voir une rivalité entre les deux, mais bien plus tard dans l'histoire de la promotion. Une fois que les deux seront vraiment établis, pourquoi pas même pour la première ceinture de champion du monde, l'un des deux. Et en fait, on l'a vraiment maintenant, donc on profite vraiment de tout ce qu'on voit. MJF est pour moi l'un des meilleurs heels du catch, mais tout confondu, pas forcément que nord-américain. Darby Allin, il arrive à susciter de l'intérêt et aussi de la foule derrière lui. C'est organique avec lui, c'est assez fou. Et ça fonctionne super bien, donc c'est pour ça que là, on a vraiment toutes les étoiles sont alignées dans cette réalité. Honnêtement, je m'attends à que ce soit le meilleur match de Full Gear. Ah, carrément. Vraiment, vraiment, je m'attends à que ce soit vraiment le meilleur match de Full Gear et que vraiment on sorte de ce match en se disant putain, qu'est-ce que je viens de voir? C'est peut-être mon match préféré de l'année parce que vraiment, je pense que ça peut être vraiment incroyable. MJF, même si du coup il mise pas forcément sur sa performance sur le ring, est un super catcheur. Darby Allin aussi est un super catcheur. La réalité fonctionne super bien. Le segment est aussi super bien mené aussi. J'ai vraiment beaucoup kiffé ce qui s'est passé. MJF sur le ring qui provoque Darby Allin qui est au loin dans le public, là, assis dans les places de gradins, juste allumé par une lumière, qui au bout d'un moment décide de venir l'attaquer. J'ai vraiment trouvé ça super cool. Il y a une cohésion en plus avec ce public qui est totalement à fond investi, autant dans l'un que dans l'autre, pas forcément pour les mêmes raisons. Mais vraiment, le public était tellement investi et vraiment, ce plan incroyable qui pour moi est un plan qui m'a marqué, mais vraiment, vraiment marqué comme un plan, j'ai envie de dire, cinématographique. Peut-être que le mot est de trop, mais en tout cas, moi j'ai trouvé très très beau. C'est ce plan où Darby Allin est en train de reculer dans le public pour prendre tout son élan là, et qu'on voit du coup les gens derrière lui. En train de s'écarter pour le laisser le passage pour qu'il puisse prendre son élan. Ce plan, il est incroyable. Et juste quand on voit ce plan-là, on comprend à quel point la AEW a compris comment booker des mecs, comment miser sur leurs points forts, leurs points faibles, et réussir à nous donner le maximum de ce que les mecs sont capables de faire, sans que ça soit too much ou trop, ou voilà, c'est toujours très très bien mené, en tout cas avec les deux. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup kiffé ce qui s'est passé avec ce segment qui est pour moi peut-être un exemple de segment qu'il faut montrer, pourquoi pas dans des écoles de catch, parce que tout y est à l'intérieur, tout y est, tout est bien mené, tout est, on va dire, classique dans un truc de catch, hein, c'est très classique, le heel qui arrive pour insulter le face et il essaie de s'enfuir, mais finalement il se fait avoir et finalement il réussit quand même à s'enfuir. C'est très classique, mais ça a été fait tellement dans une perfection que franchement, j'ai rien à dire. Si on pouvait noter, si Dave Meltzer pouvait noter les segments sur 5 étoiles, moi je lui mets 6. Je lui mets 6 étoiles parce que c'est vraiment super cool. Effectivement, ouais, ça serait une belle note. Alors, moi, je vais être un petit peu plus tiède que toi, mais pour des raisons, alors, pas par rapport à MGF, par exemple. MGF, vraiment, moi, vraiment, je salue le travail de ce garçon. C'est vraiment un heel absolu, naturel, qui combine certains heals. Il me fait penser, alors, il me fait penser à Ric Flair sur certains aspects. Ouais, totalement. Il me fait penser à Dusty Rhodes en version heel. Il me fait penser, ouais, voilà, il y a plusieurs accointances comme ça avec des anciens catcheurs des années 70-80 en MJF. J'aimerais juste qu'il travaille un petit peu plus sa shape et qu'il soit un petit peu plus. Il donne un peu plus de sensation de danger physiquement, mais par contre, je lui reconnais que finalement, quand il est dans le ring et quand il y a bagarre, eh ben, il est présent, quoi. Il a sorti des belles performances, en particulier avec Jericho, donc il en est Oui, totalement capable. Darby Allin, alors là, par contre, moi, j'ai plus de réticence avec lui, quoi. En fait, c'est un gars, un jeune sur lequel j'ai un peu changé d'avis au fur et à mesure des 2 ans là qui viennent de s'écouler.
Vraiment, au début, je n'accrochais absolument pas, mais alors vraiment, si on écoute les premières reviews que je fais sur la All Elite Wrestling, vraiment, Darby Allin, au départ, je ne comprends même pas la hype autour de lui. Et puis, il m'a quand même fait changer d'avis au fur et à mesure du temps, parce que j'ai trouvé qu'il y avait de l'amélioration dans le ring. J'ai trouvé, même si je suis pas un fan de son coffin drop, j'ai trouvé que il le plaçait mieux et que ça me semblait un peu plus crédible, malgré son gabarit de crevette qui me posera toujours un Ouais. petit souci, tu vois. Mais parce que je suis old school et que bon, à Darby Allin, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Ah bah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ma suspension consentie d'incrédulité en prend un coup, quoi, tu vois. Mais après, voilà, ce gamin, il est hyper créatif. Il pourrait être mon fils. Il est hyper créatif. J'ai trouvé son travail dans le cinématique match remarquable, dans le match avec Sting. Et en plus, j'apprécie beaucoup ce qui se passe avec Sting autour de Darby Allin. J'aime bien cette idée de transmission, tu vois, quoi, entre l'icône vétéran légendaire qui est là et qui, en fait, presque passe les plats pour Darby Allin et le met over. Et là, moi, je trouve Ouais. que ça, c'est du grand boulot de légende et de retraite, presque de semi-retraité du catch, quoi, tu vois. Et en plus, le pire, c'est que Sting, il est encore capable de délivrer la marchandise et de monter de temps en temps entre les cordes pour faire quelques trucs. Et ça, je trouve que c'est très, très bon. Et donc voilà. Donc, moi, je suis moins hypé que toi par cette rivalité et par le match de Full Gear. Mais c'est un match, par contre, que je vais suivre avec intérêt. Et j'aime bien suivre l'évolution de ces deux jeunes mecs, parce que là, on parle vraiment de jeunes catcheurs. Oui, c'est ça. Bah là, on est. Je crois que MJF a 25-26 ans et 25 c'est le ans, ouais. plus âgé des 25 deux. ans, ouais. Ouais. Donc là, vraiment, on est sur des mecs qui sont pour moi le top du top actuellement, en dehors des ceintures en tout cas. Et pourtant, l'intérêt est incroyable autour d'eux, quoi. C'est-à-dire qu'en 2 ans, les mecs ont tellement été bien bookés à la W que dès leur apparition, les mecs se font, pour MJF du coup, huer. Je trouve ça très fort de se faire huer autant après 2 ans, alors qu'on pourrait au bout d'un moment commencer à l'acclamer, mais non, il continue à se faire huer. Et Darby Allin, lui, au contraire, il se fait applaudir dès qu'il apparaît, quoi. Et c'est incroyable le travail qu'ils font avec ces deux mecs. Complètement, ouais. Allez, vamonos. Vaya con Dios, el ídolo. On va se retrouver dans l'avant-dernier match de la soirée. Et c'est tout simplement Cody Rhodes qui va affronter j'allais dire Arn Anderson, qui va affronter Andrade El Idolo, qui a affronté De Rosé, son assistant. Cody Rhodes est donc bien avec Arn Anderson. Alors eux, ils se promettent Ramona depuis des semaines. Rien ne va plus entre Andrade et Cody Rhodes. Cody Rhodes passe une période difficile, un peu hué par le public. Il a fallu un peu qu'il s'en explique. Il y a évidemment, comme souvent dans ces cas-là, développe des jalousies souvent très bêtes, liées avec les réseaux sociaux, liées avec beaucoup de choses. Et lui, il nous a tout simplement expliqué d'ailleurs que il a presque brisé le quatrième mur, il est venu expliquer en direct à la télévision, live devant un public dans une arena, qu'il ne tournerait jamais heel, que sa position de babyface à la All Elite Wrestling était ainsi, en tant que vice-président exécutif. Et vous fermez vos gueules, ok, d'accord. C'est moi le patron ici. Et du coup, bon, en attendant, ça nous donne des belles rivalités et des beaux matchs parce qu'il a quand même affronté encore du gratin, notre ami Cody Rhodes, dernièrement Malakai Black. Et là, c'est Andrade El Idolo, excusez du peu, j'ai envie de dire. Et là, on est parti pour un match de presque 11 minutes. Un match assez serré, un match assez tendu qui va voir les deux mecs avoir chacun leur temps fort. Andrade va pas passer loin de la victoire hein, avec un figure 4 leg lock. Hein, il reprend des trucs du beau papa hein, quand même. Hein, c'est mignon quoi. Mais Cody Rhodes va la retourner. Arn Anderson va empêcher le manager d'Andrade d'ailleurs d'essayer d'intervenir. Cody va penser avoir une ouverture pour effectuer un dive à l'extérieur du ring. Mais il y a les FTR qui sont là et qui en fait comme des fourbes sont cachés sous le ring et vont l'accueillir avec un double coup de ceinture. Sans que l'arbitre évidemment y voit que chi. Du coup les deux champions de la A se cachent ensuite sous le ring. Tandis que Andrade va appliquer son Hammerlock pour la victoire. 1, 2, 3. Victoire donc d'Andrade El Idolo. Après le match, ils vont s'en prendre à Cody Rhodes. Mais il y a les Lucha Brothers qui vont apparaître et qui vont venir faire le sauvetage. Les Lucha Brothers qui débarquent presque de nowhere, je les avais quasiment oubliés, j'avoue. Et ça nous donne au final quand même une victoire de prestige pour Andrade El Idolo face au patron, mon bon Tao. Bah oui, c'est vrai, ouais, c'est une victoire super importante pour Andrade.
qui fait enfin un match que je trouve qui sort du lot. C'était pas forcément le cas depuis son arrivée à l'AEW. Ouais, c'est Contre pas faux. Cody, dans un match en plus que j'ai trouvé vraiment bon. Voilà, on a du coup un petit peu la rivalité autour des ceintures par équipe de la AAA qui s'immisce un petit peu dans cette histoire. Voilà, on a beaucoup de choses qui se mélangent dans cette histoire autour de Cody. À la base, c'était Malakai. Andrade qui est venu aussi dans cette histoire. Pac qui est venu aussi dans cette histoire. Maintenant, il y a les FTR, les Lucha Brothers. C'est un gros mélange que je trouve qui fonctionne très bien. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Il y a Cody qui a tweeté après le show, qui a tweeté j'aurais jamais dû commencer cette histoire avec les FTR. Parce que je rappelle qu'à la base, c'était c'était son idée dans les Being the Elite qui disait Fuck the Revival. Donc voilà, je trouve ça marrant qu'il en parle là comme ça, un petit peu comme une blague en mode c'est à cause de moi que, que ça arrive jusqu'ici. Je trouve ça cool, voilà. Mais Andrade, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment de plan défini pour lui. Donc pour l'instant, il prend des victoires, il s'immisce dans les réalités par-ci par-là. Moi, j'étais persuadé qu'à la base, on allait avoir vraiment un autre programme autour de lui et des Lucha Brothers, parce qu'à la base, il est arrivé en tant que Mexicain qui voulait un petit peu rejoindre ses confrères mexicains. Et du coup, il voulait retourner les Lucha Brothers contre Pac. J'étais persuadé qu'ils allaient vraiment faire une grosse histoire autour de ça. Mais pas du tout. On a eu deux très bons matchs au début avec Pac et Andrade. Deux matchs, il me semble, qui sont à 1-1 l'un contre l'autre. Donc voilà, pour l'instant, je sais pas du tout où est-ce qu'ils veulent aller. Mais en tout cas, je profite du bon catch et de bonnes réalités qui s'immiscent dedans. Et je trouve ça très très cool. Moi, je suis toujours satisfait quand il y a les Lucha Brothers quelque part, Oui. qui est pour moi tout simplement la meilleure tag team au monde, toute fédération confondue. Je n'ai pas peur de le dire. Et, et, et puis, bah écoute, c'était cool, c'était fun, un bon match. Je suis assez d'accord avec toi que c'était certainement le match le plus marquant d'Andrade depuis qu'il est arrivé, même si le match face à Pac était quand même de bonne qualité. Mais là, Oui. pour moi, c'était un peu un niveau au-dessus. En plus, vu la situation de Cody Rhodes, tout ça, il y avait un engagement émotionnel peut-être plus important. Et puis j'ai bien aimé tout ce chaos là avec cet affrontement, ce face-off entre Tully Blanchard et Arn Anderson Oui, aussi, ça c'était c'est assez vrai, c'est vrai. sympa. Et d'avoir les vieux de la vieille comme ça qui se retrouvent en plein milieu du ring. Et effectivement, tout ce chaos à la fin du match était plutôt sympa, ça a donné une belle ambiance. Victoire de prestige pour Andrade, c'est bien pour le signaler. Pour Cody, ça change pas grand-chose à son aura de toute façon. Et on va quitter ainsi ces deux-là. Vaya con Dios, bah ouais, hein, Vaya con Dios pour El Idolo, mais ça peut être valable aussi pour John Silver, entre autres, qui fait une petite promo pour parler de Rampage, du fameux Rampage, hein, où il va affronter Adam Cole. Et il est là pour kick ass, hein, pour botter le derrière de Adam Cole. Baby, mais ça se passera vendredi soir. Avant que le main event ne commence, parce que ça y est, on est arrivé dans le main event. Je suis bavard et le Tao aussi. Alors, on va avoir une belle review fluff de Dynamite pour notre retour sur les ondes avec la All Elite Wrestling. Donc, avant que le main event ne commence, Brian Danielson, mon Tao, ça y est, on arrive sur le sujet parce que c'est quand Eh même oui. lui, la grosse star, l'énorme signature de l'année à la All Elite Wrestling. Pour moi, il est au-dessus de CM Punk. Tu me diras ce que t'en penses. Mais pour moi, c'est au-dessus de CM Punk. Il rejoint la table des commentateurs. C'est lui qui affrontera le vainqueur du match à venir à Full Gear, en l'occurrence pour le World Title Tournament match. On peut noter qu'il y a Matt Hardy aussi qui est dans le public. Et donc ce match va donc affronter Orange Cassidy qui va se retrouver face au remplaçant de John Moxley, en l'occurrence Miro. Orange Cassidy va enflammer le public dès son entrée. Il a une grosse pop. On va pas avoir un match très très long parce que un match de 7 minutes 27 et avec toute une première partie qui va être quasiment consacrée au fait que Miro court après Orange Cassidy. Ça joue au chat et à la souris. Évidemment, le Miro est le gros chat et il n'a qu'une envie, c'est de mettre les papates sur Orange Cassidy et de le broyer puissance 1000. Alors Orange Cassidy va quand même enflammer le public à nouveau en esquivant Miro à plusieurs occasions. Il va l'attaquer tout en douceur comme il sait le faire. Ça va pas du tout amuser le Bulgare, qui va se déchaîner à l'extérieur du ring sur l'ancien lutteur de la Chikara. Cassidy, il est blessé au niveau abdominal. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le vend et Miro, il l'a bien vu. Il va essayer de vouloir tirer les straps. Il va concentrer pas mal de ses attaques au niveau du ventre de l'adversaire. Orange Cassidy va réussir un peu à revenir, va répondre à Miro, va asséner un DDT et va même réussir à envoyer Miro à travers une table à l'extérieur du ring. Ce qui va d'ailleurs faire presque éliminer Miro par des comptes à l'extérieur. C'était -1. Finalement, Miro, la puissance, va parler
il va revenir avec une grosse charge, un gros super kick dans ta gueule et un game over des familles, son ancienne accolade, pour gagner. Et il va rejoindre Bryan Danielson en finale du tournoi. Et ça se réglera également à Full Gear. Les deux finalistes vont se faire justement face à la fin du show, à la fin de ce Dynamite. Mais Miro va refuser de serrer la main de Danielson en bon heel qu'il est. Et on se retrouve avec une configuration Rousseff versus Daniel Bryan, Bryan Danielson versus Miro. Eh ben, écoute, tout ça, ça nous promet du lourd. Bah oui, là c'est un sacré programme, j'ai envie de dire, c'est assez fou. Bryan Danielson, je suis pas forcément d'accord avec toi, tonton, sur la grosse acquisition. C'est l'une des Ah plus ouais. grosses acquisitions. Mais je trouve forcément que CM Punk est. Bah, on en revient toujours à CM Punk finalement. Est une plus grosse acquisition parce Ah qu'effectivement, ouais. ça fait 7 ans qu'on l'attendait. Alors sur le ring, par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Bryan Danielson est beaucoup plus intéressant, et d'ailleurs pour moi a toujours été beaucoup plus intéressant que CM Punk. Mais je trouve que les deux se complètent très très bien, parce que déjà ils se croisent pas à la W, je trouve ça cool. Et on a un CM Punk du coup qui est très très bon sur les promos, il est très régulièrement avec un micro dans les mains du côté de la All Elite. Et Bryan Danielson, lui, au contraire, il est souvent sur un ring en train d'affronter soit des jeunes, soit d'autres personnes pour les mettre en avant. Donc je trouve que les deux se complètent très très bien, pas le même parcours, et je trouve que ça fonctionne super bien sur les deux. Donc voilà, j'ai pas forcément de classement sur les meilleures arrivées de cette année, et il y en a eu beaucoup. Mais voilà. Et sinon, le match en lui-même, le match Miro contre Orange Cassidy, pour un match qui n'était pas forcément prévu longtemps en amont, parce que voilà, c'est à cause du départ de John Moxley. Je trouve que c'est quand même un très bon match. Il fonctionne super bien. Orange Cassidy a réussi à être mis en avant quand même avec ce magnifique saut à l'extérieur depuis la troisième corde sur lequel ils passent tous les deux à travers la table avec Miro. Voilà, je trouvais ça que ça fonctionnait super bien. Miro, c'est une bête. Depuis là j'allais dire son repackage, mais pas forcément depuis vraiment sa gimmick du champion de Dieu. Je trouve que ça fonctionne super bien, beaucoup plus qu'à son arrivée où je trouvais que ça n'avait pas forcément de sens. Là, franchement, ça fonctionne super bien. Je trouve qu'il est vraiment dangereux, il est vraiment agressif. Il est dans une shape incroyable en plus. Donc ça C'est fonctionne vrai. super bien. Et là, du coup, avoir une finale avec Bryan Danielson et Miro, ça fonctionne super bien. Bryan Danielson qui est que sur une pente montante depuis son arrivée, avec son match nul contre Kenny Omega début septembre. Et là, depuis, il fait vraiment des matchs incroyables avec à chaque fois en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais une nouvelle finisher à chaque fois, une nouvelle soumission pour finir les matchs. Ça fonctionne super bien. Miro qui du coup revient après sa perte de titre TNT, et du coup qui revient vraiment comme un plus grand danger, déjà qu'il était un assez gros danger du côté de la titre TNT. Donc là vraiment je suis content d'avoir cette finale qui n'était pas forcément prévue non plus à la base. Mais voilà, je suis content d'avoir un petit peu de suspense dans ce tournoi. Et surtout, je me dis, qui est-ce qui peut gagner? Parce que autant Bryan Danielson que Miro, pour moi, peut gagner ce combat de finale. Et du coup, j'ai hâte de voir la suite. Et puis, du coup, la fin du show, entre ce Bryan Danielson qui veut serrer la main et Miro qui refuse lui serrer, je trouve que c'est super cool. C'est très simple, mais ça fonctionne super bien. Je suis d'accord avec toi, ouais. Non, mais au final, le match tenait bien la route. De toute façon, c'était un main event assez sympa. C'était pas, comment dire, hein, peut-être pas le choix principal que j'aurais fait sur cette carte en le mettant en main event, mais pourquoi pas après Ouais. tout. Mais le public était chaud, le public était bien comme il faut. Orange Cassidy est hyper over. Donc du coup, ça a donné une entente plutôt pas mal entre les deux catcheurs. Je trouvais qu'il y avait pas mal d'alchimie. Et c'était ça, c'était Tom et Jerry, c'était le chat et la souris. Et du coup, ça a donné une ambiance plutôt sympa au match. Et ça me va bien. Ça nous promet quand même déjà une carte, même si elle est provisoire, de Full Gear assez velue. Il peut y avoir évidemment la carte est sujette à changement, hein, bien sûr, d'ici le 13 novembre, à Minneapolis, au Minnesota et USA. Et la carte à l'heure actuelle, Mataloche, c'est l'AEW Championship, Kenny Omega versus Hangman Page, l'AEW Championship féminin, Britt Baker versus Ty Conti, le Tactic Championship entre les Lucha Bros et le FTR, ça va être un putain de match. Le World Title Eliminator, Bryan Danielson contre Miro, donc l'Inner Circle contre l'American Top Team, et le Darby Allin versus MJF. Ça commence à le faire, quoi. 6 matchs, ça commence à le faire. Bah oui, c'est une très très grosse carte. C'est vraiment un pay-per-view qui en plus a été bien construit, je trouve.
C'est l'avantage aussi hein, d'avoir pas un pay-per-view tous les mois. Mais du coup, ça fonctionne super bien. J'ai vraiment hâte de voir le show. Voilà, je pense que vraiment ça va être un super show. On va prendre vraiment un plaisir inouï devant ce pay-per-view. Voilà, vraiment, j'ai hâte de ça. Et comme je dis, bon, moi je mise ma petite pièce sur le MJF contre Darby Allin, match de la soirée. Mais après, c'est que mon avis. Ah, tu n'es pas venu depuis tu n'es pas venu depuis un certain temps sur les ondes de catch-up, mais tu n'as pas oublié les traditions. Et tu vas donc pouvoir nous donner à nouveau ton fameux top flop note de ce Dynamite du 3 novembre 2021. Alors mon top, déjà mon top dans cette carte, je pense que c'est le Andrade contre le Cody. Parce que j'aurais pu dire le MJF contre Darby Allin, mais j'ai déjà tellement encensé lors de cette review que vous avez compris que déjà pour moi c'est tellement haut que c'est hors classement. Donc Bon, mon top pour moi ce serait Andrade El Idolo contre Cody Rhodes qui était un vraiment super match. Et je tiens quand même à préciser que c'est très rare que je dise du bien de Cody Rhodes. Donc il faut quand même le souligner. Mon flop dans cette soirée. J'en ai pas forcément de précis parce que je trouve que toute la soirée s'est très bien déroulée. C'est peut-être Aerostar que j'ai trouvé en dessous de ce qu'il peut faire lui. Et dans le match, il était pas vraiment dans le même rythme que les autres. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant, mais c'est vraiment qu'un détail pour le coup. Du coup, le top, le flop et la note. Pour moi, la note sur ce Dynamite, je mettrais. Je note combien? Sur 5 ou sur 10? 5. Sur 5. Sur 5, je mettrais bien un 3,75. Franchement, c'était vraiment un super show qui s'est très bien mené. Il y avait de la place pour à peu près tout le monde, je trouve ça cool. Ok. Eh ben écoute, c'est bien, c'est bien. Pour un retour, tu analyses un show qui était sympa, c'est toujours plus Ouais. agréable que se retrouver avec une vieille bouse. On est obligé de mettre un 1,5 pour l'encre. Mais non, 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 c'est pas le cas aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est une belle semaine de catch. Hein. Je vous encourage à aller écouter en ligne. Il y a la review de Raw et qu'on a trouvé fort agréable, ma foi. Et bah écoutez, on reste un peu dans les mêmes standards avec ce Dynamite de la All Elite Wrestling, puisque moi, écoute, j'ai envie de me joindre à toi, hein, mon tag team partner of the day. Je vais donner mon top au match Andrade El Idolo versus Cody Rhodes. Mamma mia, c'était quand même plutôt bien sympa ça. J'aime bien en plus la tenue d'Andrade. J'aime bien un peu le look qui dégage. Moi, Cody, je suis. Alors, Papy aussi, si t'as écouté, je pense, a dû un peu se faire quelques cheveux parce que c'est un grand fan de Cody. Donc, et moi, j'aime plutôt bien aussi. Et puis, moi, je reconnais pas mal de qualité au bonhomme sur tout ce qu'il fait depuis 2 ans là pour la All Elite Wrestling. Et il y a des trucs auxquels j'adhère pas, mais globalement, je suis assez épaté par ce jeune homme et le boulot qu'il fait dans cette arrivée. Et finalement, il met beaucoup over tout justement les mecs qui arrivent et tout ça. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, ils ont délivré un chouette match. C'était sympa, j'ai bien aimé le final en plus, tout ce qui se passe à la fin, tout ce chaos. Donc c'était vraiment tout un segment en fait global, vraiment sympa. Donc s'il y a un truc à aller voir dans les highlights, c'est bien ce match-là. Mon flop, j'hésitais. J'ai pas énormément de trucs à dire. Oh là là, ah non, ça c'était vraiment trop pourri. Voilà, y a pas, j'ai pas hein, de choses comme ça à dire dans ce Dynamite. Euh, Si je devais vraiment être un peu méchant, je dirais que sur l'American Top Team, Ah, j'ai quelques difficultés. Voilà, je comprends, je comprends. voilà. Donc si je devais mettre mon flop, alors pas forcément à Dan Lambert, parce que je trouve que Dan Lambert il est plutôt efficace au micro, que son Ouais, interaction avec Chris Jericho elle marche plutôt bien. Par contre, je crois que tu l'as même soulevé. Il y a peut-être un peu un léger problème de charisme au ouais, niveau de nos totalement, ouais. amis de la MMA là. Alors je ne mets absolument pas en doute le fait que c'est certainement des cadors dans leur discipline et que finalement bah tu vois la seule personne que je retirerais de cette American Top Team bah c'est la femme en l'occurrence. J'ai perdu son nom, Ah, Paige Van ouais, Zandt. Et bah pour moi c'est la seule qui là-dedans et bah me paraît vraiment dangereuse, qui je les verrais bien casser quelques mâchoires dans la division ouais, féminine. totalement. Et dommage qu'il n'y a pas de membre féminin vraiment établi dans l'Inner Circle. Et parce que j'aimerais bien l'avoir dans le ring. Mais sinon, tu vois, du côté des mecs, et bah, il n'y a rien qui me. Bah, moi, à la rigueur, j'aime bien Scorpio Sky, par exemple. Ethan Page, je le connais pas bien. Alors, il est là depuis quelques temps, mais comme il est dans un rôle quand même de mid-card, un peu loin, Oui, je me rends pas trop compte. Je sais que c'était un ancien de la TNA, hein, et oui, oui, oui. d'Impact. Et donc, bon.
Mais si tu veux, voilà. Donc si je dois mettre un flop, ça va être à l'American Top Team sur ce fait que ce que je viens d'expliquer en fait, voilà, tout simplement. Et puis ma note va être une bonne note aussi. Je vais lui mettre un 3,5 à ce Dynamite. C'était cool, ça m'a bien entertainé, il y avait du bon catch. C'était pas noyé dans plein de matchs avec pas mal de squash. Finalement, c'est une carte Oui. assez raisonnable, il y a 5 matchs. Tous les titres sont quasiment représentés à un moment ou à un autre pour x, y raison. Tout le monde réussit à se faire plus ou moins sa place. C'est assez équilibré. Donc du coup, ça nous donne un match plutôt sympa. Et ainsi s'achève cette review de Dynamite, ce 109e Dynamite, et de la All Elite Wrestling. Eh bien, écoute, c'est l'heure, mon bon Tao, de faire, avant de se quitter, quand même, on va peut-être faire un petit, comme ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas eu dans le Oui. studio, peut-être faire justement un petit bilan vite fait de tous ces mois passés à All Elite Wrestling. Comment t'as trouvé l'évolution? Est-ce que t'as vu le dernier pay-per-view qui était en l'occurrence Double or Nothing? Un peu les évolutions avec Kenny Omega qui a perdu ses 3 ceintures au fur et à mesure ou pas. Euh, et puis le retour de Eggman Page en force, on en a parlé un petit peu au début de la review. Donc comment tu vois un peu l'avenir à court terme? C'est Full Gear, donc ça on en a longuement parlé. Mais Oui. comment t'as vécu un peu ces derniers mois? Alors moi déjà ces derniers mois, je les ai vécus, pas forcément de manière, on va dire classique, forcément, la vie privée fait que du coup, maintenant j'ai un enfant, donc il y a moins de temps à consacrer pour le catch. J'ai d'autres priorités, mais du coup je me suis focalisé sur des choses que j'aimais vraiment. En fait, j'ai pris le temps, je parle de ma vie privée, je suis désolé, tonton Chris, mais ça fait partie du processus. C'est que du coup, à un moment, j'ai dû faire un choix sur ce que j'avais envie de regarder et Oui. ce que j'avais pas forcément envie de regarder, ou alors ce que je me disais, ça, T'as je suis pas forcément fan. t'as fait du tri. J'ai fait du tri et je pense que d'ailleurs, vous qui nous écoutez, peut-être que vous aussi, vous devriez faire du tri, peut-être pour prendre du plaisir sur ce que vous regardez, parce que c'est très important de prendre du plaisir sur ce qu'on regarde, surtout pour le catch. Et du coup, j'ai fait ce tri-là, et en fait, AEW est même pas rentré dans l'équation de est-ce que j'ai envie de regarder ou est-ce que j'ai pas envie de regarder. Je me suis juste dit, je laisse du temps à AEW parce que je suis sûr que je vais apprécier ce que je vais regarder. Donc déjà AEW pour moi est actuellement, alors je vais pas trop me faire insulter sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave. Pour moi AEW, avec Dynamite en tout cas, a le meilleur programme hebdomadaire de catch de la planète. Vraiment, toutes les semaines, je prends du plaisir à regarder ce show. Toutes les semaines, même s'il y a des semaines forcément en dessous des autres, je trouve un intérêt à regarder ce show-là, parce que toutes les semaines aussi, on me donne, on me remercie, la W me remercie de regarder toutes les semaines les shows pour avoir des continuités. Je trouve ça super cool. Le fait qu'aussi ça soit présenté différemment, mais toujours avec un gros budget de production quand même, ça c'est pour moi assez important quand même. Bah, je trouve ça super cool. Parce que voir des choses comme je regarde à la W, dans tout ce qui est grand public, en tout cas à ce niveau-là de grand public, j'en ai pas. La WWE, je te l'ai dit en off, mais du coup je le redis ici, je ne regarde plus du tout. Je regarde de temps en temps NXT 2.0 parce que je suis un grand fan d'NXT de base et que je trouve il y a un petit intérêt avec NXT 2.0, mais je trouve ça que c'est encore un petit peu forcé, mais ça c'est un autre sujet. Et en fait, à W Dynamite, c'est toujours super bien fait. Je l'ai dit, hein, le segment avec MJF et Darby Allin, pour moi, c'est vraiment une masterclass. Voilà, franchement, je prends vraiment un plaisir devant ce show-là. J'ai bien précisé Dynamite, parce que Rampage, j'ai encore du mal avec. J'arrive pas forcément à comprendre toutes les semaines l'intérêt de regarder Rampage. Il y en a que j'ai zappé d'ailleurs, hein, que j'ai pas forcément regardé. Parce que pour moi, c'est une prolongation en fait de Dynamite, où je vois les mêmes mecs à Dynamite, mais sur un autre show. Alors qu'à la base, j'étais persuadé, moi, qu'en regardant Rampage, j'allais regarder d'autres personnes que ce que j'ai vu le mercredi. J'allais en voir d'autres le vendredi. Et pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Donc après, à voir comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas forcément d'intérêt dans Rampage. Donc pour moi, voilà, Je Dynamite, suis, c'est vraiment. je suis Oui, moins chafouin que toi sur Rampage parce que moi je trouve que c'est une émission avec un format assez cool. 50 minutes, 3 matchs, souvent annoncés, on sait quand même à peu près quelle va être la carte. oui, c'est ça. Mais Euh, alors, c'est pas forcément sur l'intérêt de Rampage, c'est vraiment sur
le fait qu'en fait, je vois les mêmes personnes qu'à Dynamite, hein, tout simplement. Ah ouais. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de renouvellement de roster à l'occasion de cette émission-là et que peut-être Ouais. on devrait donner peut-être plus d'ouverture. En même temps, ils ont un roster en plus énorme. Donc Ils ont un roster énorme, hein. c'est quand même une des particularités de la All Elite Wrestling, c'est d'avoir ce roster monstrueux. C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué de passer tout le monde à l'antenne. Alors il y a quand même maintenant 4 émissions, hein. Rampage, Dark Elevation, Ouais. Dark, Dynamite, plus les pay-per-view. Alors ils font moins de pay-per-view que la WWE, mais ils en font quand même au moins 6 ou 7 dans l'année. Donc, Ah non, on est à moins, hein. On ah, est il y en a à moins? 4-5. On est à 4-5? 4-5 et Ah, là, on 4-5? commence à Ah, avoir ok. des événements spéciaux. On commence à avoir des shows Oui, oui, spéciaux oui, oui, Dynamite. oui, voilà, ouais. Oui, oui, effectivement, il y a eu plusieurs shows spéciaux, etc. Bah, on en avait commenté un ensemble. On avait commenté le Blood and Guts, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. donc, tu vois, ouais, c'est une des particularités aussi à la All Elite Wrestling. Ouais, je trouve que tu as assez raison. Et puis de toute façon, cette histoire de faire le tri, c'est totalement compréhensible. Enfin, là, tu as une période de ta vie où c'est comme ça. Et effectivement, bah, dans ce cas-là, tu as choisi le produit vers lequel tu te sentais le plus à l'aise et avec lequel tu aurais le plus de plaisir à retrouver chaque semaine. Donc, si c'est la All Elite Wrestling, et bah écoute, tant mieux, parce que ça nous permet à tous les deux de pouvoir Oui, en débattre à cette antenne. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et alors moi, écoute, ça fait longtemps, je profite justement du studio Catch-Up parce que ça fait pas mal, un petit moment là que on n'avait pas parlé de All Elite Wrestling, ou en tout cas que moi, j'avais pas participé à quelque chose concernant la All Elite Wrestling. Et l'évolution, moi, me satisfait toujours. On a parlé des filles, voilà, du changement un peu chez les filles. La Tag Team Division, pour moi, reste une tag team toujours super forte, quoi, de très haut de gamme, de très très haut de gamme. Tout ce qui se passe dans le main event me plaît plutôt bien. Les arrivées aussi, CM Punk, Bryan Danielson, tout ça, je trouve que c'est plutôt bien joué et que ça matche bien. Le public reste toujours chaud, reste toujours à fond, donc c'est toujours un Ouais. plaisir. Dans les petites critiques que je continuerai à soulever, c'est quand même, malgré tout, le fait que dans la division féminine, il n'y ait pas un main event avec 3-4 filles vraiment très, très, très fortes, tu vois, qui dominent. Ouais, Et c'est voilà, vrai. ça manque encore, même si Britt Baker, elle est en train de prendre un peu. Elle est un peu du WWE material, hein, quand même, quand on y pense, Britt Baker. Totalement. Et je pense qu'elle serait capable de sortir quelque chose de bien là-bas. Mais voilà, ça manque. Après, autre chose que moi, je trouve compliqué à All Elite Wrestling, c'est la gestion des powerhouse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose que fait parfaitement la WWE. Elle fait son job, elle connaît parfaitement comment gérer le travail avec les powerhouse et les combats de grosses barbaques, ça lui connaît à la WWE. À la All Elite Wrestling, c'est plus compliqué. Déjà, il y a un problème qu'il n'y a pas de powerhouse qui arrive à véritablement percer dans le main event. Vraiment dans la title picture du titre suprême, il y a du mal. Après, les powerhouse sont très souvent utilisés comme des valets, comme des enforceurs, comme des gardes du corps, comme Oui, dans différents rôles comme ça, ou comme des menaces supplémentaires, comme par exemple Jack Hager avec Chris Jericho. Euh, mais on a du mal à sortir des power, alors qu'il y a pourtant des mecs absolument énormes. Il y a des Brian Cage, il y a des oui. Luchasaurus, il y a des Wardlow, il y a des Lance Archer. Enfin, je veux dire, du géant à la All Elite Wrestling, il y en a. Mais je reste toujours dubitatif sur le booking de ces fameux géants et de ces fameux powerhouse et bigger than life, tu vois, à la All Elite Wrestling. Pour moi, ça, c'est une des faiblesses de la All Elite Wrestling. Après, ça délivre la marchandise. Bah, je suis fan de catch. Je suis la WWE, je suis la All Elite Wrestling et je suis ravi de suivre les deux, tu vois. Voilà. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est pour moi deux produits différents. Je suis content de retrouver des ex-WWE à All Elite Wrestling parfois, parfois non. Mais ça fait partie du boulot, du job, quoi. Bah, et ça se termine dans un job, dans une équipe. Bah, tu vas rejoindre une autre équipe. Et bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais au final, je suis vraiment satisfait. Et quand je vois un épisode comme celui juste de cette semaine, finalement un truc random, un weekly, Dynamite, à All Elite Wrestling, et bah c'est super cool. Et puis après, je te dirais que bah je suis assez fan, Being the Elite, tout ça. Moi, je suis client. Et du coup, je m'y retrouve pas mal. Il y a des catcheurs que j'adore véritablement dans ce roster. Voilà, les Lucha Brothers en font partie. Et voilà à peu près le bilan, mon bon Tao, que je pourrais te faire sur la All Elite Wrestling. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal, mais oui, je te rejoins assez sur pas mal d'idées. Moi, par contre, je suis pas du tout fan de Being the Elite, hein, j'ai essayé, mais ça marche pas sur moi. Ouais, moi c'est pas tellement l'émission en elle-même, hein, fan de Being the Elite par rapport à ce qu'ils font dans le show à Dynamite.
Tu vois, quand je vois le brawl de cette semaine, etc., je trouve que c'est toujours sympa. Ça emmène dans des trucs pas mal. J'aime beaucoup, moi, beaucoup de références que font les Young Bucks en permanence. Les Young Bucks, ils ont une véritable connaissance de l'héritage du catch. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez les jeunes catcheurs. Et, euh, et voilà, il y a plein de choses qui me plaisent. C'est vraiment un roster complet, vaste. Oui. Mais encore une fois, je l'ai déjà dit pendant cette review, mais je le répète, euh, ils n'ont que 2 ans d'existence. Et c'est vraiment tellement peu à l'échelle du catch mondial depuis toutes ces décennies que Ah oui. l'ignoble sport existe que ce qu'ils sont en train de faire, c'est incroyable parce qu'on n'est même plus dans une fédé indie, quoi. Et alors ça, je reviens par rapport à John Moxley, parce que John Moxley en a parlé dans une interview de ça, que quand en fait il a commencé à être contacté par la All Elite Wrestling en 2019, pour lui au départ, la All Elite Wrestling c'était une espèce c'était une fédé indie, quoi. C'était une indie. Il avait aucune idée du projet qu'il y avait derrière tout ça, tu vois. Et finalement, c'est en arrivant là-bas, il s'est rendu compte que ah ouais non mais le Tony Khan, il rigole pas. Il rigole pas avec le chéquier déjà. Ouais. Et il rigole pas avec les moyens mis en œuvre pendant les shows et ce qu'il a envie de proposer en termes de catch. Parce que c'est un patron, mais c'est en même temps un fan de catch. Et ça a changé pas mal la donne. Et alors là, la question n'est pas de dire est-ce que la World Wrestling c'est la concurrence de la WWE, gna gna gna, blabla, blabla, blabla. Non, la question c'est de dire est-ce que la World Wrestling est déjà capable de vendre un produit suffisamment autonome pour vivre de lui-même. Et au bout de 2 ans, la réponse, pardon, elle est vite répondue. La réponse c'est oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, Tao? Ah, totalement. Totalement. En 2 ans, je pense que la W a réussi à faire ce que beaucoup de promotions auraient aimé faire par le passé. J'ai une grosse pensée à Impact à ce moment-là, forcément. J'imagine. Bah ouais. Big up. Voilà que bah, big up à Impact. Et aussi, j'ai envie de dire, j'en profite, big up à la Ring of Honor qui, malheureusement, est peut-être dans la période la plus difficile de sa création. Voilà, ils vont prendre une pause de quelques mois en espérant qu'ils reviennent plus forts. Mais voilà, la W a vraiment réussi à comprendre ce que veulent la majorité des fans de catch de notre époque, en fait. Tout simplement, c'est réussir à créer une proximité avec les fans, tout en restant quand même dans un truc qu'on apprécie regarder. Donc voilà, c'est vraiment réussir à créer de l'intérêt aussi toutes les semaines, de suivre. Comme j'ai dit, hein, moi, quand je regarde AEW, je pense que c'est pratiquement pareil pour la plupart des fans d'AEW. On est content de suivre chaque semaine parce qu'en fait, on se sent remercié de suivre chaque semaine parce qu'on a les petites références, parce qu'on a l'avancée des programmes, parce qu'on a l'avancée des personnages. Moi, effectivement, je commence à remarquer cet énorme roster qui est gigantesque. On est à 90 catcheurs et catcheuses actuellement sous contrat. Ça fait énormément. Donc voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, je continue à leur faire confiance parce que sur ces 2 ans, ils ont réussi totalement à me prendre, quoi. Vraiment, je suis dans le train AEW et je suis content d'y être et j'ai envie d'y rester, quoi. Et oui, écoute, on est 2 générations différentes. Et toi, tu fais partie un peu de la jeune génération qui vient bousculer un peu l'établishment. Et moi, je suis un peu la version old school. Et pourtant, tu vois, l'effet est le même. Et je suis totalement d'accord avec ton expertise là-dessus. Et je trouve que ça rejoint finalement ce que je disais au départ. Donc, je pense que là, on est totalement raccord. Et la All Elite Wrestling délivre la marchandise. Et moi, c'est un plaisir de suivre Dynamite, un plaisir de suivre les évolutions de rivalité et les combats, ce qui se passe dans le ring. C'est traité différemment. Évidemment, l'entertainment est vu d'une manière complètement différente à la All Elite Wrestling. Et c'est tant mieux. Je suis bien content que ça soit différent de la WWE à ce niveau-là. Oui. Mais, Ouais, ouais. mais voilà. Et donc, si j'ai des critiques à faire, bien sûr, sur le produit, sur certains aspects, mais globalement, moi, je suis vraiment ravi. Et cette proximité que tu évoques avec la All Elite Wrestling, eh ben, ils ont réussi ce tour de maître en 24 mois. Et ça, c'est tout à leur honneur et tout à leur crédit. Donc, je leur souhaite de l'avenir. Et cette proximité, bah écoutez, peuple de Catch-Up, pour l'avoir avec nous, c'est facile. Il suffit de rejoindre la communauté Catch-Up, dont la Taloche est un membre éminent, sur le Discord, entre autres. Tous les liens sont dans la description, dans la vidéo YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Dites-nous si vous voulez plus de All Elite Wrestling sur Catch-Up. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce show de Dynamite. Dites-nous ce que vous pensez de la carte de Full Gear pour savoir
encore plus de choses sur Catch-up, il faut aller sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer, Google Podcast sont à votre disposition. Et tout ça, c'est totalement gratos, comme dirait l'ignoble Ringside. Sur les réseaux sociaux, Twitter, @ketchupcdc, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. C'est l'heure pour moi des remerciements. Et en particulier, bien sûr, remercier mon tag team partenaire of the day, en l'occurrence, la Taloche du catch, mon bon Tao. Écoute, j'étais ravi de pouvoir faire cette preview de Dynamite avec toi. Ça faisait un moment. Et bah écoute, on a retrouvé nos automatismes, j'ai envie de dire, solides sur les appuis, prêts à aller au mastic. Et ça s'est plutôt bien passé cette review. Ah, c'était super, ça fait vraiment plaisir de retourner. Moi, ça fait 3 mois que j'ai pas retourné de vidéo. Donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir parler avec toi, en plus d'un programme que j'adore. Merci à tous qui nous ont suivis sur cette review, peut-être un petit peu longue, mais en même temps, voilà, c'est mon retour. On parle d'un show qui est super cool. On fait aussi un petit bilan à la fin de la vidéo sur ce qu'on a pensé d'AEW depuis ces dernières semaines, derniers mois. Donc voilà, forcément, c'était un petit peu long, mais j'espère que si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez pris un énorme plaisir. Ça fait. Eh ben écoute, c'est sur ces bons mots qu'on va quitter le peuple de Catch-up. On va lui souhaiter une bonne semaine pleine de catch. On lui fait des bisous, on lui fait des cordes à linge plein la face. Salut Tao Salut tonton! et salut peuple de catcheur. Super Kick Party. Ah merde, ah pardon Tao. Je m'emporte.